Bienvenue dans le débat consacré à l'actualité au Proche-Orient, alors que s'ouvre à Paris le Forum de la paix consacré à la société civile pour la solution à deux États. Ce forum réunit des centaines de participants israéliens, palestiniens, des participants régionaux ou encore internationaux engagés en faveur de la paix, de la justice et de la reconnaissance mutuelle. Il a lieu quelques jours avant la conférence d'Emmanuel Macron et du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman à New York, lors de laquelle le président français pourrait reconnaître un État palestinien. Alors la solution à deux États est-elle crédible aujourd'hui? Quelle est la place pour la diplomatie? Quelle est la position de la France? Et que peut-on attendre de cette conférence à New York? On va poser les questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Rafeh Jabari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes expert du Moyen-Orient. Vous étiez enseignant à Sciences Po et vous êtes palestinien et vous êtes palestinien de Cisjordanie. C'est bien cela. Merci de participer à ce débat. En face de vous, Ofer Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes président et cofondateur de ce Forum international pour la paix et également chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien. Justin Weiss est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, fondateur et directeur général du Forum de Paris pour la paix, qui donc organise cet appel de Paris pour la solution à deux États. Et puis, ce soir, Patricia Lémonière est avec nous. Bonsoir, Patricia. Bonsoir. Grand reporter, ancienne correspondante d'ailleurs de TF1 à Jérusalem. Vous avez couvert les deux guerres à Gaza, 2008 et 2014. Vous nous donnerez un peu votre regard du terrain. Ofer Bronstein, démarre avec vous parce que vous êtes président et cofondateur de ce Forum international pour la paix qui est donc organisé à Paris à partir de demain. On voit la situation à Gaza, la position du gouvernement de Netanyahou avec son opération char de Gédéon, sa reconquête de Gaza, les otages toujours retenus par le Hamas à Gaza. Est-ce que ce forum n'est pas totalement déconnecté de la réalité sur le terrain? Mais le contraire, exactement le contraire. Je suis ravi qu'on se soit associé au Forum de Paris pour la paix avec Justin et sa merveilleuse équipe qui ont fait un travail vraiment remarquable ces dernières semaines. C'est le moment de montrer à tout le monde qu'il y a des centaines d'Israéliens, des centaines de Palestiniens qui veulent se parler, qui n'acceptent pas la guerre, qui veulent que les otages soient libérés, qui veulent qu'on ouvre une nouvelle page dans la relation entre les deux États et qui veulent encourager le président Macron et la communauté internationale à enfin reconnaître l'État palestinien. Ça a été compliqué de l'organiser, de mettre ensemble justement Palestiniens et Israéliens. Il y a de la logistique, il y a beaucoup de logistique. Faire sortir des Palestiniens de Gaza, c'est pas évident. Aujourd'hui, il y a un avion qui devait sortir de Tel Aviv avec des amis israéliens et palestiniens, 120 personnes. Ça fait déjà 10 heures qu'il est bloqué, donc ils vont arriver au milieu de la nuit. Voilà, c'est des problèmes de logistique que Justin et son équipe affrontent chaque heure depuis quelques semaines. Mais on va y arriver. On va y arriver et c'est le moment alors que la situation sur le terrain est tellement loin de la discussion. On veut montrer que c'est le moment de dire autre chose que la guerre. Vous êtes d'accord? Je pense qu'il faut avoir... Jabari. Oui, je pense qu'il y a deux choses importantes à garder dans ce moment difficile, dans ce moment de guerre. Il faut avoir une vision politique, mais aussi il faut faire appel à un cessez-le-feu et l'arrêt de la guerre. Parce que ce qui se passe actuellement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est inacceptable. C'est tous les acteurs qui ont un bout de raisonnement, un bout de raison, qui sont contre, qui appellent immédiatement à la guerre de Gaza, et que la population civile qui en souffre le premier de Gaza, pour des problèmes de famine, mais des problèmes de morts tous les jours, c'est devenu insupportable. C'est inacceptable, mais une vision politique, un plan politique, c'est-à-dire cette initiative est importante parce que après la guerre nous amène que à la guerre. Et la guerre nous amène que la haine, nous amène que à la haine. C'est la politique qui pourrait permettre de sortir de cette virale. De côté israélien, les membres du gouvernement extrémistes, Smotrich et Ben Gvir, qui appellent tous les jours à une nouvelle colonie, qui appellent à la haine. Donc, et le Hamas aussi. Je n'ai pas fini. Et de l'autre côté, le Hamas qui voudrait continuer la guerre. Mais le problématique, c'est qu'il faudrait être juste au milieu et dire aux Israéliens un cessez-le-feu immédiat
parce que c'est la seule manière d'arrêter la guerre et au Hamas de dire on arrête aussi la guerre et négocier. Et on libère les otages. Et libérer les otages israéliens et palestiniens aussi. Je pense que les prisonniers palestiniens, c'est quelque chose... Si. Non. Si. Non. Si. On vous mettra pas d'accord. Je pense que... On vous mettra pas d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord. On va avancer, justement, Patricia. Juste un mot, Justin Weiss, justement. C'était compliqué quand même à organiser, et ça reste toujours compliqué à organiser, cette conférence pour asseoir des Israéliens, des Palestiniens ensemble. À un moment où on sait, c'est quand même vraiment très dur ce qui se passe à Gaza. C'est très dur. L'urgence, c'est d'arrêter l'offensive. Évidemment, on est tous d'accord, c'est le point de départ. Et dans les principes de base qui servent de socle commun à toutes les organisations qui ont organisé, qui ont contribué à l'organisation de la journée de demain, il y a vraiment cet impératif-là. La question qui est derrière, c'est qu'est-ce que peuvent les gens ? En fait, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut la société civile ? Ceux qui se font bombarder, ceux qui sont dans les populations civiles et qui ne sont pas d'accord avec la politique vis-à-vis de Gaza, côté israélien, etc. Qu'est-ce que peuvent faire les gens ? Est-ce qu'il faut juste s'en remettre aux diplomates et aux chefs d'État et attendre ? Ou alors est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose ? Ils peuvent faire quelque chose. Alors, la population civile, ce qu'on propose avec Ofer et l'ensemble des organisations qui ont contribué, c'est d'articuler ce soutien, cette visibilité de la société civile et des organisations qui luttent pour la paix, pour la solution à deux États, avec l'action diplomatique du président de la République et de MBS la semaine prochaine. Et ça, je crois que c'est une articulation gagnante. Oui, je crois que c'est essentiel que la société civile, effectivement, souvent à l'étranger, malgré tout, même s'il y en a en Israël, se mobilise. Parce que si on voit en Israël la perception d'une solution à deux États, parmi la population, a été diminuée de moitié suite à la guerre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait à peu près 40% de gens qui, ma foi, deux États étaient plutôt favorables à cette vision. Maintenant, on tombe pratiquement à 20%. Mais ce qui est très peu. Enfin, c'est très peu, c'est ce que j'ai dit. Donc, en Israël, si vous voulez, il y a une majorité, malgré tout, de la population, on l'explique par le trauma, par des tas de choses. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je finis. Il y a une majorité de la population qui, même si elle veut le départ du Premier ministre, n'est pas favorable à une solution à deux États parce qu'on a expliqué les traumas, etc. D'où l'importance du poids diplomatique d'une société civile qui s'organise, qui fait pression sur les diplomates et qui fait pression aux États-Unis en particulier, parce que derrière les Nations Unies, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Donald Trump aussi qui regarde. On va y revenir. Et donc c'est l'homme aussi qui est important, parce que la solution, elle doit être imposée politiquement. Parce que si on laisse Benyamin Netanyahou et la majorité de la population décider, on est loin de la paix. Et si on laisse le Hamas continuer aussi à servir en quelque sorte la population gazaoui, on en est loin. D'où l'importance de cette réunion à Paris, mais dans cette perspective diplomatique et politique. Ofer Bronstein, elle vient de le dire quand même, Patricia Lémonière, cette solution à deux États, c'est pas devenu une sorte d'utopie, franchement? Non, pas du tout. Et je vais vous dire pourquoi. Non, écoutez, tout d'abord, depuis 1900. En tout cas, minoritaire, elle est minoritaire. Non, je vais vous donner des chiffres. Oui, vous dites non. Oui, je dis non, elle n'est pas minoritaire. Il y a des sondages, parce que les sondages, il faut savoir les lire. Il faut savoir les lire, c'est très bien lu. Voilà, il y a un sondage qui dit, est-ce que vous êtes pour la solution des deux États aujourd'hui en pleine guerre avec des otages qui sont encore retenus à Gaza? Une majorité des Israéliens vous disent non. Vous posez aux mêmes Israéliens la question, est-ce que vous êtes pour une normalisation avec les pays arabes et en particulier avec l'Arabie Saoudite et en échange, il y aura un État palestinien? 75% vous disent oui. Ça n'a rien à voir. Oui, mais ils vous disent oui, s'il y a une normalisation avec le monde arabe. Donc vous y trouvez un chemin non, pour y aller. C'est l'initiative du président Macron. C'est l'initiative de deux États avec l'Arabie Saoudite. Je suis persuadé que quand les pays arabes et l'Arabie Saoudite vont dire aux Israéliens, ils le disent. La semaine dernière, le président Macron était en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Le président indonésien a dit, il y aura un État palestinien, il y aura une normalisation avec Israël, on reconnaîtra l'État d'Israël. L'Arabie Saoudite le dit aux Israéliens et continuera à le dire. Le problème, c'est que les Israéliens ne veulent pas d'État. Voilà, on va le reconnaître. On va le reconnaître. Il est temps qu'il y ait un État palestinien. Je voulais une remarque quand même par rapport aux otages. Moi, je suis pour la libération de prisonniers palestiniens. Et en premier lieu, Marwan Barghouti, parce que je pense qu'il doit jouer un rôle très important pour le futur de la Palestine. Mais on ne peut pas comparer les prisonniers aux otages.
les prisonniers palestiniens, Marwan Barghouti, quand je veux le contacter, je sais comment le contacter. Quand un médecin doit le voir, le médecin peut le voir. Les otages israéliens sont depuis 6 Après le 7 octobre. Non. Il y a, la situation de prisonniers palestiniens, moi je sais où est Marwan Barghouti. C'est pas la même chose. On sait où Marwan Barghouti. On va avancer dans le débat. Alors que depuis 615 jours, les otages qui meurent tous les jours sont détenus dans des conditions inacceptables. Et c'est eux, n'oubliez pas, leur libération va peut-être nous permettre aussi d'arrêter la guerre. Raphaël Jabbari, moi je ne voudrais pas rentrer dans un... Parce que je voudrais revenir sur la solution à deux États, savoir justement... Moi aussi, je vais parler de la situation de l'État et de cette question. Je pense qu'il faut considérer tout être humain comme être humain, que ce soit un Israélien ou un Palestinien. Oui. Donc, il faut être contre toute la violence. Oui. Tous les prisonniers, tous les otages doivent être libérés. Une solution de deux États qui est juste pour les Israéliens et les Palestiniens selon le droit international. Donc, mais pour vous, ce n'est pas une utopie, la solution à deux États, ça reste une bonne base. Le plus qu'on est en retard d'agir, le plus la solution de l'État s'éloigne. Le problématique, c'est que la colonisation en Cisjordanie, ils sont maintenant, il y a 5 millions de colons. Demi-million de colons, pardon. 500 000. Un demi-million de colons. 500 000 colons. 500 000 colons. Donc, on a commencé à Oslo. Moi, quand j'ai été là, sur le terrain, au moment de Oslo. Et on va revoir d'ailleurs les images d'Oslo, on les a sorties, les images d'archives. Je croyais à ce processus politique et j'étais une des personnes qui a vraiment soutenu ce processus. 1993. Et j'ai été à Hébron, pas n'importe quelle ville, une ville qui est quand même très difficile sur les situations politiques et sécuritaires. Et je vous dis, c'est qu'on y voit sur la réalité quand on se déplace en Cisjordanie, ce n'est pas la même chose. Quand je reprends les photos ou je reprends ce que j'ai vu dans mes souvenirs de déplacement entre les différentes villes de la Cisjordanie, ce n'est pas la même chose. Il y avait 80 000 colonies de peuplement, habitants dans des colonies de peuplement dans les années 88, 89, 90, et maintenant on en est à 700 000, Jérusalem inclus. 400 000, c'est Jérusalem seulement. Oui. Jérusalem inclus, j'ai dit. 700 000, Jérusalem inclus. Ça fait 500 000 en Cisjordanie, c'est ça? 500 000 en Cisjordanie. 400 000 à Jérusalem, qui est un cas. Et encore 300 000 en Cisjordanie. 300 000 Cisjordanie. Non, bon, on ne va pas se battre sur les chiffres. Vous dites 500 000. Un mot, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on parlait de cette difficulté du dialogue. Eh bien, Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre israélien, et l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Nasser al-Kidwa, qui était ministre de l'autorité palestinienne de 2005 à 2006, eh bien, ils se sont assis ensemble. Et qui est le neveu d'Arafat. Et le neveu d'Arafat en plus. Oui. Ils proposent un plan ensemble, donc tous les deux. Ils ont donné une interview à France 24. On va regarder un extrait. Il sera avec nous. Vous espérez toujours une solution à deux États malgré tout ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie? Non, ce n'est pas qu'une espérance. Nous pensons que ça va se passer. Sérieusement? Mais bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre avenir. Il n'y a pas d'alternative. Cela sera la paix qui sera signée un jour entre Israël et la Palestine. Et je crois que le jour de cette signature est plus proche que beaucoup le disent aujourd'hui. Il faut être clair. Soit on veut tout et on nie l'existence de l'autre partie, on veut détruire complètement l'autre partie, ou alors nous devons coexister. Et la coexistence, c'est deux États. C'est simple. Justin Weiss. Alors eux, finalement, ils y croient tous les deux. C'est-à-dire, ils disent ça va être compliqué, mais c'est l'objectif et on va y arriver. Oui, Nasser Kidwa et Ehud Olmert seront là demain à la conférence. On les reçoit. Et ils étaient d'ailleurs à la dernière édition du Forum de Paris sur la paix en novembre. Et je pense que leur combat est juste et doit être soutenu. Il y a un an à peu près, en juillet dernier, ils ont sorti un plan de 2 pages très simple qui dit solution à deux États et qui fait, et c'est ce que cette conférence de demain souhaite faire, redonne un horizon politique. C'est-à-dire que pour l'instant, on est avec le bombardement de Gaza tous les jours et avec les otages qui demeurent, avec l'annexion rampante de la Cisjordanie, on est dans un tunnel très sombre. Ce que fait cette conférence et ce que font Kidwa et Ehud Olmert, c'est de redonner cet espoir, un horizon politique pour tout d'un coup relever la tête. Et en effet, peut-être que la solution est plus proche qu'on ne le pense. En tout cas, si on veut la faire advenir, il faut associer les forces de la société civile et de la diplomatie. Et c'est ce qu'on fait ce vendredi et puis mercredi prochain à l'ONU. Donc c'est de donner une sorte d'horizon. Exactement.
Exactement, de bouffée d'oxygène, on pourrait dire. Une bouffée d'oxygène. Un mot sur Mahmoud Abbas aussi, parce que lui aussi a fait des déclarations. Il a pris des engagements justement avant la conférence de l'ONU, voilà, d'Emmanuel Macron et de MBS, donc de Mohamed Ben Salman. On voit s'inscrire, donc parce que c'est une lettre qu'il a écrite à Emmanuel Macron, le chef de l'autorité palestinienne, donc Mahmoud Abbas. Vous voyez, nous sommes prêts à inviter des forces arabes et internationales à se déployer dans le cadre d'une mission de stabilisation et de protection avec un mandat du Conseil de sécurité. Il dit aussi, nous sommes prêts à aller vers la concrétisation d'un État indépendant et souverain de Palestine avec la mise en œuvre, là aussi, de la solution à 2 États dans le cadre d'un calendrier clair et avec des garanties internationales fortes. Votre réaction, Patricia, sur cette déclaration de Mahmoud Abbas, elle est importante? Alors moi, je suis beaucoup moins positive, malheureusement, que vous tous autour de cette table. Je trouve qu'il a déjà dit ce genre de choses. Il n'y a rien de malheureusement nouveau sur cette scène. Il a nommé un adjoint pour gérer cette phase de transition, qui est quelqu'un qui n'est pas du tout reconnu dans les territoires palestiniens. Hussein El-Sheikh, c'est quelqu'un de connu et de reconnu. Pour être connu, il est surtout connu à l'international, parce que c'est lui qui gérait toutes les affaires internationales, effectivement, de l'autorité palestinienne. Et le problème d'organiser des élections... On nous promet des élections en Palestine depuis des années. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'élections en Palestine, il n'y aura pas de possibilité, je crois, de renouveau de l'autorité palestinienne auquel plus personne ne croit. Si vous voulez, c'est ça le problème. Eh bien, je pense qu'il faut... Alors, quelle est l'alternative si plus personne ne croit à l'autorité palestinienne? Il faudrait organiser des élections immédiatement. Alors, on va dire c'est la guerre, on ne peut pas organiser des élections. Je suis désolée, il y a des pays qui ont des conflits qui organisent des élections. Donc, on peut organiser des élections. Moi, je suis très sceptique sur les capacités du président de l'autorité palestinienne, qui aurait déjà dû laisser la place depuis un certain temps, si l'on veut vraiment régler le problème. Il n'est plus reconnu par les Palestiniens. C'est ça aussi le problème. Vous êtes essoufflé? Non, mais je vais vous dire... Votre action est à la refaire Bronstein. Mais je vais vous dire, tout d'abord, il faut lire la lettre du président Abbas il y a 2 jours. C'est une réponse aux conditions que le président Macron lui a demandé d'éclaircir. Il ne dit pas seulement ce que vous avez lu, il dit aussi qu'il condamne les attentats du 7 octobre. Oui, c'est important qu'il condamne le Hamas, qu'il demande au Hamas de baisser les armes. Il dit qu'il y aura des élections dans 1 an. Oui. Maintenant, Hussein El-Sheikh, si M. Mahmoud Abbas est faible, c'est parce qu'Israël a tout fait pour l'affaiblir. Bien sûr, mais ça continue à être... Je vais vous dire quelque chose. Ça continue à être le référent. Le référent. Mais encore une chose, permettez-moi. Vous savez, on a vu des manifestations à Paris, à Londres, à Berlin, pour les Palestiniens, contre les Palestiniens. On en a vu de toutes les couleurs. On n'en a pas vu à Ramallah. Parce que l'autorité palestinienne a décidé, stratégiquement, Mahmoud Abbas a décidé que la violence n'était pas le moyen pour conquérir leur liberté et leur indépendance. Et donc, en Cisjordanie, les Palestiniens n'ont pas pris les armes contre Israël. D'accord, mais les Israéliens aussi se sont radicalisés. Dès qu'il va y avoir de l'espoir, dès qu'on va investir ce qu'il faut investir, dès qu'on va reconnaître leur droit à l'indépendance, à la liberté et à la dignité, on va pouvoir créer une nouvelle dynamique. Vous savez, l'année dernière, 200 milliards de dollars en 1 an ont été achetés en armes par les pays du Moyen-Orient. C'est une aberration. La guerre, en ce moment, elle coûte 100 millions de dollars par jour. Rafeh Jabari, sur cette déclaration de Mahmoud Abbas. Je pense qu'il est décrédibilisé aujourd'hui, Mahmoud Abbas. Il y a quelque chose qui est très important. Je pense que les Palestiniens, la population palestinienne, et là, moi, je suis en contact de par mon activité professionnelle, mais aussi par mes contacts, ma famille, mes amis, ils n'aiment pas que la communauté internationale aille 2 points de mesure. C'est-à-dire, quand on parle de désarmer le Hamas, il faut parler aussi de sortir Ben Gvir et Smotrich du gouvernement israélien. Est-ce que la communauté internationale est capable de dire ça? Quand on parle de libérer les otages israéliens, il faut qu'il parle aussi des prisonniers palestiniens. Vous avez tort de faire la parallèle. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, je vous ai pas entendu. Pardon. Je pense que... Et puis, qui décide dans la politique palestinienne, c'est les Palestiniens. On a fait une erreur en 2006. En 2006, il y a eu des élections en Palestine et la communauté internationale s'est précipitée à imposer vous traitez avec un tel, vous ne traitez pas avec un tel. Je suis pour le désarmement. Je suis pour... Du Hamas. Oui.
C'est ce que dit aussi d'ailleurs Mahmoud Abbas. Oui, attendez. Mais je ne suis pas pour exclure des acteurs politiques. Si on va faire de côté palestinien, il faut le faire de côté israélien. Il ne faudrait pas, pour avoir une adhésion populaire palestinienne, et c'est là où les problématiques commencent en fait. Quand on commence à soutenir une partie et écarter un autre, les autres forces politiques, je ne parle pas que de Hamas, je parle des autres partis politiques palestiniens, les acteurs de la société civile. Mais l'autorité palestinienne, c'est elle qui doit avoir le rôle politique, justement. C'est la OLP, c'est l'organisation qui est l'autorité palestinienne. C'est l'acteur principal de la communauté internationale, on est d'accord. Donc il faudrait des élections, c'est ce Il faudrait des élections. Et qu'il y ait plus que l'OLP dans l'autorité palestinienne. Il faudrait des élections. Et il faudrait avoir le même langage pour un arrêt. Quand on parle des crimes de Hamas, il faut parler des crimes d'Israël à Gaza. Quand on parle de... Si. Il faudrait être franc avec les deux acteurs. En tant que communauté internationale, on a l'obligation de suivre le droit international et être neutre, c'est-à-dire neutre, dire des choses qui fâchent de deux côtés. Vous pouvez répondre, mais avant que vous répondiez, Ofer, Bronstein. Et donc, je pense que la seule solution, c'est une solution politique, mais il faudrait... Si on a le même discours de côté israélien et de côté israélien, c'est-à-dire éventuellement sur le plan étatique, s'il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou, il va continuer. Parce que son survie politique, cette guerre le permet à Netanyahou, à Benjamin Netanyahou, à Ben Gvir et à Smotrich à avancer sur le plan de colonisation qui considère actuellement la Cisjordanie comme Judée et Samarie qui est un nom public. Donc il retourne le conflit sur un aspect religieux et qu'il faut la communauté internationale, comme ils étaient fermes le 8 octobre, ils doivent être fermes aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, Ofer Bronstein, c'est est-ce qu'on peut justement mettre en application, avoir cet horizon politique de la solution des deux États avec Benjamin Netanyahou, qui ne veut pas d'État palestinien. Il l'a toujours dit, il est très clair là-dessus. D'abord, il n'a pas toujours dit. Peut-être, il l'a dit très récemment. Non, oui. On va écouter d'ailleurs, on va écouter Israël Katz, le ministre de la Défense. Israël Katz, c'est un fou furieux, vous me donnez des exemples. Mais dans son gouvernement, c'est le ministre des Affaires étrangères quand même. Non, de la Défense. De la Défense, oui, mais je vais dire... C'est un fou furieux quand même. On va l'écouter. Oui, mais il y a beaucoup. Ah oui, il y en a pas mal. Il s'agit d'une réponse décisive aux organisations terroristes qui tentent de nous nuire et d'affaiblir notre emprise sur cette terre. C'est également un message clair à Emmanuel Macron et à ses amis. Ils reconnaîtront un État palestinien sur le papier et nous construirons ici l'État juif israélien sur le terrain. Bon, bref, on comprend bien, Ofer Bronstein, que là, il n'est pas du tout question d'un État palestinien et d'une coexistence de deux États. C'est l'inverse. Mais ces gens-là... Mais quand vous dites ces gens-là... Permettez-moi, ces gens-là. Permettez-moi... vous ne servez pas à la cause palestinienne à mettre le Hamas et le gouvernement israélien sur la même truc. Le Hamas c'est des crimes. Le Hamas a commis un crime inacceptable le 7 octobre. C'est un crime contre l'humanité. Ce que fait le gouvernement israélien aujourd'hui à Gaza est inacceptable. Il ne peut être que condamnable. C'est un crime. Le Hamas a fait quelque chose qui n'est inacceptable. Et le Hamas a fait pire. C'est pour ça que le Hamas est l'ennemi du peuple palestinien. Le Hamas savait qu'Israël allait réagir d'une façon violente. Peut-être pas aussi violente. Peut-être pas aussi violente. Mais il a voulu qu'Israël réagisse comme ça. Il a voulu que des Palestiniens meurent. Il a voulu que l'image d'Israël se dégrade. Et il y est arrivé. Maintenant, le gouvernement israélien aujourd'hui ne sert pas le peuple israélien. 80% des Israéliens qui sont aujourd'hui dans les sondages vous disent qu'ils ne veulent plus de la guerre et qu'ils ne veulent plus du gouvernement de Netanyahou. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des élections en Israël pour avoir une solution à deux États. À mon avis, si on attend que des deux côtés... ont démissionné en Israël, aujourd'hui. Si on attend que des deux côtés, il y a un changement, d'une part, du gouvernement en Israël et d'autre part, qu'il y ait des élections côté palestinien, on ne fera jamais, on n'avancera pas. Et donc, cette conférence, elle vient au pire moment et elle vient au meilleur moment. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut redonner cet espoir, malgré le fait que l'autorité palestinienne, c'est vrai, est largement déconsidérée et que d'autre part, le gouvernement israélien s'est rendu coupable de ce bombardement de Gaza, dont beaucoup de gens, y compris Ehud Olmert qui sera là demain, disent qu'il n'a plus lieu d'être. Il n'y a plus lieu d'attaquer Gaza et qu'il n'y aura pas de solution guerrière, il n'y aura pas de solution militaire. Donc il faut avancer. Sur les Américains, parce qu'il nous reste peu de... On va revoir ces images de 93, elles sont quand même intéressantes. C'était ce symbole, bien sûr. Vous y étiez aussi, Ofer Bronstein. Les accords d'Oslo, juste avant. Donc vous voyez Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Bill Clinton. Oui, ça c'était peut-être avant, puisqu'on parle de 93. Ça c'était après, ça c'est avec la Jordanie, le roi...
Écoutez, normalement, ce sont les images de 1993. Voilà, les voilà. Donc ça, c'est le grand symbole. Et on voit bien. Et Bill Clinton, il faut quand même y revenir, a joué un rôle important. Et les Russes. Le président. Et les Russes qui sont à côté des Américains. Aussi. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est Donald Trump à la Maison-Blanche. Qui, lui, a parlé de la Côte d'Azur du Moyen-Orient quand il a parlé de Gaza, qui a défendu donc, le déplacement de la population de Gaza dans d'autres pays arabes. On va regarder, parce qu'on ne peut pas utiliser pour des raisons de droit, ce qu'a dit sur Fox News l'ambassadeur des États-Unis en Israël, donc Mac Huckabee. Voilà ce qu'il dit, lui. Donc, si la France est vraiment déterminée à créer un État palestinien, j'ai une suggestion à lui faire. Prenez un morceau de la Côte d'Azur en France et créez un État palestinien. Voilà où on en est. Et donc, ça, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Patricia Alémonière, comment effectivement, avec une administration Trump, on peut penser encore à la crédibilité d'une solution à 2 États? Alors, Donald Trump, version 1, on va dire, il croyait encore, puisqu'il avait même proposé un plan, souvenez-vous, en 2020, où il disait, écoutez, on va donner 70% du territoire aux Palestiniens, les colonies vont rester comme telles. Évidemment, ça n'a pas été accepté. Mais il avait l'idée encore d'un État. Là, aujourd'hui, on a l'impression que cette idée de 2 États, en tout cas un État palestinien, s'éloigne un peu de sa focale, même si par rapport aux propos de Kabi, effectivement, de l'ambassadeur israélien américain en Israël, il n'y a pas eu de réaction complète de Donald Trump sur ses propos. D'ailleurs, il a dit tout simplement, au-delà de nous proposer la Riviera, il a dit, mais pourquoi pas les pays arabes, vous ne ferez pas une petite enclave, et puis on déplacerait finalement tout ce petit monde à l'intérieur. Donc, évidemment, ce genre de propos ne facilite pas une perspective d'ouverture, de changement, mais je crois néanmoins que cet homme a la capacité de ramener le cessez-le-feu, ce qui est essentiel. Il veut la paix. Aujourd'hui, il a la capacité de ramener le cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, dans un premier temps, est essentiel parce que c'est tous les jours des gens qui meurent. Et c'est tous les jours des gens qui meurent. Et c'est tous les jours des gens qui vont chercher de quoi s'alimenter aux fameux points de distribution et qui sont quand même tirés comme des lapins, excusez-moi du terme. Donc Trump, il pourrait finalement, vous dites oui. Malgré tous ses propos sur les Palestiniens, il est très loin d'une solution à 2 États. Quelqu'un de complètement inattendu, il peut surprendre. Moi, je pense que ça sera un des premiers à un moment donné pour reconnaître l'État de Palestine. Et pourquoi est-ce que tout d'un coup, il reconnaîtrait un État palestinien? Trump a envie d'avoir un prix Nobel de la paix, donc il va tout faire. Il a essayé pour l'Ukraine, il va essayer pour le Moyen-Orient. Pour l'instant, il a peu de succès. Il a quand même une de ses rares réalisations du premier mandat sont les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham consistaient à faire une reconnaissance entre un certain nombre de pays arabes, comme le Maroc ou les Émirats arabes unis, et d'Israël. Alors évidemment, ça a laissé de côté, un peu comme quand David l'avait fait en 78, la question spécifiquement palestinienne. Mais il n'empêche, c'était conçu comme une façon d'avancer vers la résolution de la question palestinienne. Il a ça, disons, à son crédit. Et je suis d'accord avec Ofer, il est inattendu et il n'aime pas la guerre. Et il est beaucoup plus dur avec Netanyahou, potentiellement, même s'il n'a pas coupé le robinet des armes, que ne l'était Biden. Rafeh Jabari. Le plus important, Trump pourrait être l'homme de paix, un président qui reconnaisse 2 États. Et sécuritaire. Il ne voulait pas un paix politique judiciaire, c'est-à-dire juste, qui permet aux Palestiniens d'avoir leurs droits et aux Israéliens d'avoir un État sûr, en sécurité, avec une normalisation avec le monde arabe. Si l'administration américaine va vers une solution économique et sécuritaire, si ça n'a pas marché. Et le chose important de dire au frère, je vais vous dire quelque chose. On juge les gens et les acteurs par leurs actes. On ne juge pas par leur vision politique. Moi, quand je regarde le gouvernement israélien, quand je regarde le Hamas... Mais sur Trump, sur l'Amérique, est-ce qu'il pourrait faire avancer cette solution à 2 États? Parce que sans l'Amérique, comment est-ce qu'on pourrait y arriver? Il pourrait avancer un 6-7 fou, mais il n'arrivera jamais à avancer une solution de 2 États. Il faudrait avoir un acteur comme la France, comme l'Union européenne, ou un acteur neutre qui vient et qui dit des choses qui sont l'Union européenne qui a des moyens importants. Donc vous pensez qu'il faut de l'Union européenne, il faudrait l'Union européenne, la France, mais avec une vision qui appelle aux acteurs, qui dit aux acteurs clairement, aux visions étatiques, de dire aux Israéliens, il y a assez de crimes, ou il y a assez de violence à Gaza, il y a la famille qui doit s'arrêter, il y a le CSFU qui va arrêter, libérer les prisonniers, ou au Hamas, il faudrait désarmer
il faudrait arrêter la guerre, il faudrait libérer les otages, et donc en fait un langage qui a, en jugeant sur ce qui se passe, je pense que tout le monde ici sur ce plateau est d'accord que l'humanité et la violence n'amènent à rien. Bien sûr. Alors sur les États-Unis, un mot justement, Patricia Lémonière, pour réagir sur ce que vient de dire Raphaël Jabari, également Ofer Bronstein. Donald Trump, il pourrait, vous dites, il pourrait quand même s'approcher. C'est le feu. C'est le feu. Mais ça, voilà. Sur l'État palestinien, la France, donc, puisque justement il y a cette conférence organisée avec Emmanuel Macron et MBS, donc le prince héritier, la semaine prochaine à New York, la diplomatie française a quand même changé. Emmanuel Macron a changé donc il y aurait peut-être la reconnaissance d'un État palestinien la semaine prochaine. Ça serait l'objectif, ça serait une avancée. Alors, effectivement, c'est une pression, c'est du symbolique. Si la France entraîne, et après le symbole, on va vers le politique. Mais si la France ne veut pas y aller seule, ça c'est très important. Elle a envie d'entraîner avec elle des membres du G7, parce qu'avant cette conférence, il y a la réunion des pays du G7 au Canada. Donc elle aimerait beaucoup entraîner avec elle quelques pays du G7, genre le Canada, peut-être même le Royaume-Uni, on ne sait pas. Oui. Et puis en Europe, elle aimerait aussi... Oui, le Japon. Et puis en Europe, elle aimerait aussi entraîner quelques-uns, parce que cette reconnaissance, si elle doit avoir lieu, eh bien... est très importante si elle se fait à plusieurs pays, évidemment. Et on voit bien à quel point Emmanuel Macron a un rôle de leader. On le voit à la façon dont le gouvernement israélien tombe à bras raccourcis actuellement contre la France et contre le président Macron, n'hésitant pas vraiment à tenir des propos à son encontre très peu amènes. Donc je pense que c'est important, effectivement, mais tout est suspendu aussi à la venue de MBS. MBS n'a pas confirmé encore sa venue. Le prince héritier saoudien. Il n'a pas encore confirmé sa venue. Et c'est très important. Parce que ça voudra dire, dans ces cas-là, que MBS a dit « je viens si la France reconnaît ». Non. Si vous voulez, il y a des négociations en cours. Il y a des négociations en cours. Noël Barrot a fait tout le tour du Proche-Orient ces dernières semaines. C'est pas pour rien. Les négociations sont encore en train de se dérouler alors on nous parle. Voilà ce que dit Jean-Noël Barrot. Nous sommes déterminés, Jean-Noël Barrot, donc le chef de la diplomatie française, à reconnaître un État palestinien. Et à l'occasion de cette conférence à New York, nous sommes déterminés à entraîner un certain nombre de pays avec nous. Nous sommes déterminés. Voilà, Ofer Bronstein, il y a encore donc des négociations avec MBS, pas sûr. MBS sera à New York la semaine prochaine. Vous le dites, c'est sur le prince héritier saoudien. Parce que s'il n'y va pas, évidemment, ça va changer un peu la tonalité. Il perd sa crédibilité, c'est une initiative franco-saoudienne. Il ne peut pas se permettre... Il ira si on reconnaît. Il peut pas se permettre. Mais non, il ira. Lui, il a dit, je reconnaîtrai l'État d'Israël si jamais on reconnaît l'État de Palestine. La France... Oui, enfin, tout ça se négocie pour l'instant, Ofer Bronstein. Ce n'est pas sûr. Il n'a pas dit qu'il reconnaîtrait l'État d'Israël, qu'il reconnaîtrait... Alors, la position saoudienne est très importante. Juste pour expliquer aux auditeurs, peut-être, avant de laisser la parole aux autres, la position saoudienne est clé parce que, contrairement, justement, je parlais des accords d'Abraham tout à l'heure, contrairement aux Émirats et à d'autres pays, l'Arabie saoudite ne veut pas reconnaître l'État d'Israël s'il n'y a pas des pas crédibles et irréversibles vers un État palestinien. De la part d'Israël. Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, l'enjeu de la semaine prochaine, j'espère beaucoup qu'il y sera. Parce qu'il ne va pas au G7, a priori. Il a dit qu'il n'y allait pas au G7. J'espère que... Je ne sais pas. Non, je parle de New York. Sa position est fondamentale. Et donc sa position est fondamentale parce que, et il sait qu'il ne peut pas se permettre de reconnaître Israël vis-à-vis de son opinion publique et de son leadership aussi, sans qu'il y ait ces pas crédibles et irréversibles vers un État palestinien. Donc on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. S'il y a une reconnaissance formelle à ce moment-là, ou si le président de la République la retarde encore, ce qui est possible, mais en tout cas, s'ils sont là tous les deux, un grand pas aura été fait. Est-ce que la France doit reconnaître cet État de Palestine ? En 1982, j'étais avec le président Mitterrand en Israël et il a dit « Je reconnaîtrai l'État palestinien en temps venu ». C'était en 1982. Depuis, j'ai fait tous les présidents français en Israël. Ils ont tous dit « Copier-coller, on va reconnaître un État palestinien, on reconnaît le droit d'Israël ». Donc aujourd'hui, vous dites que c'est le bon moment ? Je vous dis que le président Macron est déterminé à reconnaître un État palestinien et il le fera. Et c'est important qu'il le fasse ? Bien sûr. Raphaël Jabari. C'est très important et je pense que ça va affaiblir le gouvernement de Netanyahou. Si son ministre de Défense, Katz, ou Netanyahou, ils sont très... Barjot. Pardon ? Non, mais ils attaquent la France. Qui sont très en tout cas, ça fera pression, c'est ça. Ça fera pression et ça amènera d'autres pays à agir pour un cessez-le-feu et pour rétablir des conditions pour une reprise politique de pouvoir parler. D'ailleurs, observez les réactions et les critiques extraordinairement virulentes. Ça montre bien qu'il y a un problème. Et j'ajouterais... Les critiques du côté d'Israël. À propos de la conférence de demain,
donc qu'on tient au CESE, qui est d'ailleurs derrière vous qu'on peut presque apercevoir dans le décor derrière vous, qui est la maison de la société civile en France et qui va servir de lieu pour cette grande conférence des sociétés civiles. 150 Israéliens, 150 Palestiniens qu'on fait venir tout de même de la région et qui vont discuter. On est sous le feu des critiques. 300 personnalités de la société civile avec une parité. Absolument, c'est énorme et c'est comme ça que la société civile peut agir, articuler avec l'action diplomatique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu des critiques virulentes des deux côtés. Ça montre bien qu'il se passe quelque chose. Ça montre bien que les gens ne veulent pas, que certains, les extrémistes des deux côtés, ne veulent pas que les Palestiniens et les Israéliens se parlent et ne veulent pas qu'ils délivrent un message au président Macron et à MBS pour avancer. Un mot sur les pays arabes, encore avec vous, Rafeh Jabari. Donc il y a MBS et puis il y a les autres, ces pays du Golfe. Est-ce qu'ils doivent joué un rôle dans la reconstruction de Gaza? On a l'impression, donc, ils disent, on est en plein dans les négociations, on ne sait pas très bien où ça va avec ces pays-là. Les pays arabes voudraient avoir un rôle, mais ils ne voudraient pas avancer sur un terrain qui est... il faudrait avoir un accord d'abord avec les Palestiniens, avec les Israéliens. Ils ne voudraient pas avancer à prendre le charge de reconstruire et d'être en porte-à-faux. Il voudrait avoir la communauté internationale avec vous. L'Arabie saoudite voudrait avoir un rôle central et je pense Vous pensez qu'il ira à MBS la semaine prochaine? Moi, je pense que l'Arabie saoudite va avoir un rôle central dans ce conflit, dans le processus de paix. Il est en coordination avec Trump, il est en coordination étroite avec l'administration américaine et avec l'Europe. Et je pense qu'il pourrait jouer un rôle très important parce qu'il y a des très bonnes relations avec la France aussi et qui permet aussi d'avancer. Mais les pays arabes n'ont pas fait assez la majorité pour arrêter, pour faire un cessez-le-feu. Et je pense que... Et pourquoi? Il y avait un plan arabe quand même qui était négocié là, ces dernières semaines. On n'entend plus vraiment parler de ce plan. Le 4 mars. Il y a le Qatar. En fait, non, le 4 mars au Caire. Le 4 mars au Caire, voilà. Il y avait plusieurs pays, donc en l'occurrence des pays du Golfe. Mais en fait, concrètement, les pays arabes ne voudraient pas être en porteur de cette initiative de paix seul. Sur la question... Et puis, il y a un désaccord entre les différents acteurs arabes. Je pense que donc, il y a un embarras, en fait. Il y a un embarras. Il y a le Qatar qui essaye, avec l'Égypte, qui travaille sur un cessez-le-feu et qui n'a pas marché, et qui sont en mars, il y a eu un cessez-le-feu et Netanyahou a prisé cette cessez-le-feu. Normalement, on devrait continuer vers un allongement de cessez-le-feu et un arrêt. Un arrêt permanent de hostilité. Ce n'est pas arrivé. Et donc, les pays arabes sont prudents et le problématique, c'est qu'il y a certains pays arabes qui continuent à avoir des relations très cordiales avec Israël et qui ne critiquent pas. Et vis-à-vis de la population de Gaza... Les Émirats, par exemple? Les Émirats arabes unis, par exemple. Et je pense que les Gazaouis et les Palestiniens de Cisjordanie sont trop critiques vis-à-vis de ces États qui, au moins, ils doivent au moins dire qu'il faudrait appeler un cessez-le-feu contre les crimes. Comme ils ont condamné les crimes de Hamas, ils doivent condamner les crimes d'Israël. Moi, je vais vous dire par rapport au... Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que si il y avait une souveraineté palestinienne avant le 7 octobre, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Israël a mené une guerre contre deux organisations terroristes, le Hezbollah dans le nord et le Hamas dans le sud. Les Libanais ont reçu leur souveraineté de retour, ils ont élu un président, ils ont un gouvernement. L'armée libanaise s'est aujourd'hui déployée dans le sud du Liban, pas pour attaquer Israël, mais pour empêcher le Hezbollah de prendre le contrôle. Oui. Quand il y aura une souveraineté palestinienne, il y aura moins de violence. La fin de l'occupation. Donc la fin de l'occupation. Mais je veux juste intervenir sur les pays arabes. Moi, je trouve que depuis toutes les intifadas, toutes les révoltes qui se sont produites dans les territoires palestiniens sont souvent causées par le non-intérêt des pays arabes pour la question palestinienne. C'est quand même un fondamental de la région. Les pays arabes se sont toujours détournés de la question palestinienne parce que c'était une épine dans leur pied qu'ils n'arrivaient pas à résoudre et ils n'avaient pas une sympathie, aussi on peut quand même le dire, pour le peuple palestinien. Après la deuxième intifada en 2020, tous les pays arabes qui avaient déjà normalisé avec Israël, tous, en 2020... Mais pourquoi la deuxième intifada? Parce qu'en 2020... Pourquoi la deuxième intifada? Je vous dis, pendant la deuxième intifada, tous les pays... Moi, je vous parle. Pourquoi non, la vous avez deuxième dit jamais.
Alors je vous dis, après la deuxième intifada, tous les pays arabes, et plus qu'après les accords d'Abraham d'ailleurs, qui ont veillé normaliser avec Israël, ont rompu les relations avec Israël. Un petit mot, allez-y, oui. Je pense que... On n'a plus beaucoup de temps. Je pense les problématiques... Elle est la deuxième intifada, parce que les pays arabes commencent à revenir. La problématique, c'est que les Palestiniens, s'ils ne avancent pas sur le côté politique, c'est-à-dire s'il n'y a pas un leadership unifié, c'est par, s'il vous plaît, c'est par les actions. Je pense que la seule manière d'avoir un leadership palestinien, un acteur unique palestinien, c'est qu'il faudrait avancer sur un redoublement d'armées israéliennes de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et avoir une souveraineté palestinienne, c'est-à-dire la fin de l'occupation israélienne. C'est une condition sine qua non pour avoir une normalisation dans cette région et dans le monde. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans cet accord, ce plan de Olmert et du neveu d'Arafat, ils parlent d'un échange. Ils disent finalement pourquoi pas prendre les 4% des colonies et les échanger contre une partie du territoire israélien où il y aurait des Palestiniens. Il y a une volonté, on trouve les voies de la paix. Voilà, c'est négociation. Donc, vous savez pourquoi 4 ou 5%? Justin Weiss. Parce que 80% des colons se trouvent uniquement sur 4% du territoire. C'est le cas. Donc Israël garde des colons et restitue... Non, et d'ailleurs, ça répond à votre question du début. Ça répond à votre question du début qui était est-ce qu'il est encore possible... Justin Weiss, pas tous en même temps. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir cette solution à deux États alors qu'on a une annexion rampante de la Cisjordanie et qu'on a cette guerre à Gaza et la destruction de l'essentiel du bâti à Gaza? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher cette solution à deux États. C'est la seule. On a essayé de la cacher, en fait, on a essayé de l'escamoter pendant 10 ans, 15 ans, entre le mur qui a été construit et qui a évité un certain nombre d'attentats, en effet, et puis la volonté de Netanyahou notamment de mettre de côté le problème palestinien, et c'est la grandeur de la France, je pense, d'avoir très souvent rappelé, de la diplomatie française, d'avoir rappelé que ce problème n'allait pas partir de lui-même. Il faut maintenant réaffirmer que ce problème ne s'en ira pas de lui-même, que la seule solution de le résoudre, c'est la solution à deux États, que sur le terrain, d'immenses obstacles ont été construits, mais qu'on peut les dépasser, et c'est ça que demain vont réaffirmer les sociétés civiles en appui à la conférence de l'ONU la semaine prochaine. Ben voilà, ça sera le mot de la fin. Voilà, ce week-end, donc ce forum de la paix qui a lieu donc à Paris avec ces 150 Palestiniens et 150 Israéliens de la société civile qui vont s'asseoir ensemble, aussi un certain nombre de montrer la voie aux politiciens. Et voilà, montrer la voie aux politiciens, c'est OK. Ofer Bronstein, et puis merci d'avoir été là, en tout cas Patricia Lémonière, Justin Weiss et puis Rafeh Jabari. Merci d'avoir participé à cette émission. Emmanuel Macron, donc il sera la semaine prochaine à New York avec MBS. A priori, le prince héritier saoudien, ça démarrera mardi, me semble-t-il, mardi ou mercredi. Restez avec nous sur France 24.